cette génération future d'il y a 25 ans ou 20 ans, c'est la génération qui aujourd'hui commence à arriver dans la quarantaine. Et la décennie qui s'ouvre, la décennie 2010-2020, en Europe, c'est, j'en suis persuadé, la décennie où ces générations doivent commencer à prendre le pouvoir. Pourquoi? Pas parce qu'être jeune, c'est être intelligent. On peut être con très jeune. On peut aussi être con très vieux. Donc je ne pense pas, comme le disait Pratin, l'âge ne fait rien à faire. Ce n'est pas un élément fondamental. En revanche, les jeunes générations ont un avantage énorme. Elles ont tendance à sentir l'avenir spontanément. Ce qui est comme l'exemple que tu prenais du ministre de 84 ans et de l'Internet et de YouTube, plus difficile à un certain âge de sentir l'avenir et les tendances. Or, la décennie qui s'ouvre, qui est marquée par cette crise, qui est une crise historique, une crise globale, une crise systémique, qui est en train de changer l'ordre du monde, pour l'Europe peut être à la fois une chance, et pour les Européens, je ne parle pas de l'idée, je parle des gens, des 500 millions d'Européens, peut être pour les Européens soit une chance de voir l'Europe reprendre enfin son destin en main, alors que pendant des décennies, on a été contrôlé par d'autres, l'Amérique, l'URSS, etc. Et pouvoir porter au niveau mondial, à un moment où c'est plus que jamais nécessaire, un discours fondé sur la démocratie, sur la capacité à avoir des pays de cultures différentes, de civilisations différentes, de langues différentes, et qui arrivent néanmoins à fonctionner de manière commune, comme l'exemple de l'Europe, et qui aujourd'hui au niveau global est un exemple qui est extrêmement nécessaire. Si on veut éviter que dans 10 ans ou 15 ans, le monde ressemble à l'Europe 1914, avec une Chine, des États-Unis, des Indes, de l'Europe se ressemblant à l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Angleterre de 1914. Et c'est réellement ça qui est une des possibilités très négatives à 10 ou 15 ans de distance. Et la différence entre le chemin dans lequel on aura soit un monde qui se réorganise sur une base multipolaire, démocratique, de tolérance, et un monde où au contraire on a des blocs qui s'affrontent, et on recommence à une échelle mondiale ce qu'on a connu en Europe à 2 reprises au XXe siècle, ça sera la capacité des générations européennes montantes à démontrer par l'exemple qu'Europe et démocratie sont compatibles et que différence de civilisation et coopération sont compatibles. Et aujourd'hui, sur la planète, il n'y a qu'un seul continent où des générations à hauteur de millions de jeunes, et de jeunes maintenant de 20, 30, 40 ans, donc ce n'est pas des jeunes tout jeunes, c'est 2 générations pratiquement, ont expérimenté concrètement cette capacité d'intégrer les cultures, d'intégrer les langues et de faire fonctionner ensemble, dans la paix et dans la démocratie, l'ensemble de ces peuples. J'appelle ça une responsabilité historique. Et c'est pour ça que, et je voudrais conclure, je ne veux pas être très long, je voudrais conclure sur ce point-là, et en dernier sur le point des signatures en Italie. C'est pour ça que le problème que vous rencontrez en Italie, avec ces classes d'âge qui monopolisent la politique, avec ce système de guignols politiciens, qu'on a également en France. On l'a également en France. On l'a également en France. Mais l'Italie et la France ne sont pas pareils. Chaque pays a la manière de faire son guignol. Et chacun ressent son guignol et son absence. Ce que vous devez comprendre, c'est que tous les pays européens actuellement, d'une manière ou d'une autre, sont confrontés au même problème que vous rencontrez en Italie. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? Des dirigeants qui ne dirigent plus rien. Pourquoi? Parce que la démocratie est restée nationale alors que le pouvoir est devenu européen ou international. On nous laisse choisir des gens qui ne peuvent être que des guignols, des marionnettes, puisque c'est un théâtre d'ombre. Le pouvoir qui sont censés exercer en matière économique, financière, etc., n'existe plus au niveau national. C'est pas à Rome, c'est pas à Paris, c'est pas à Berlin que se décide l'avenir de 500 millions d'Européens en matière économique, financière, etc. C'est à Francfort et à Bruxelles. Or, que se passe-t-il? Au niveau européen, on n'a aucun moyen de choisir et de contrôler les dirigeants de cette structure où se trouve maintenant le vrai pouvoir. Et ça, c'est un problème qui s'applique dans tous les pays d'Europe, sans exception. De cette manière-là, le cas italien n'est qu'un cas parmi 27. Et c'est pour ça que des gens comme vous, et comme nous, il y en a actuellement partout en Europe. Le problème qu'il y a, c'est que nous avons, quand je parle de ce défi des 10 ans qui viennent, un défi d'une ampleur historique énorme en Europe.
nos ancêtres et les générations précédentes ont montré que la démocratie pouvait fonctionner au niveau d'États-nations, même de grande taille. Nous devons prouver, et rien ne prouve que c'est faisable, nous devons prouver qu'on peut faire fonctionner la démocratie à l'échelle de 27 pays, de 27 langues et de 500 millions de personnes. Ce qui implique l'invention de nouvelles méthodes. L'Internet arrive très bien. J'ai toujours estimé que la principale contribution américaine à la démocratie en Europe, c'était l'Internet. L'Internet arrive parfaitement parce qu'il offre les capacités de gérer justement les organisations, des débats, des élections à l'échelle d'un continent et de 500 millions de personnes, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut démontrer en disant qu'on peut construire les forces politiques qui peuvent vendre la même vision de l'avenir qu'on habite la Finlande ou le Portugal, l'Italie ou l'Irlande. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas si les citoyens responsables ne s'occupent pas de le faire. Parce que la démocratie, elle ne tombe pas d'en haut. La démocratie, elle part d'en bas. Elle part de vous, elle part de nous. Et le deuxième élément sur lequel je voudrais finir, c'est que quand vous avez une situation dans laquelle le pouvoir n'est plus à l'endroit où l'élection permet d'élire les gens, vous avez donc en effet des gens qui vont s'y présenter, qui vont être élus, qui sont des marionnettes. Parce qu'en fait, ils sont une fiction. Il y a la fiction du pouvoir, il y a les chapeaux, les casquettes, les voitures, les motards, les drapeaux, les médias, etc. Mais en fait, derrière, ils décident de rien. Nous sommes donc condamnés à faire face à un problème très simple. Ceux qui veulent changer la société, ceux qui veulent changer le monde, en général, ceux qui veulent changer les choses, ils ont besoin d'outils du pouvoir pour pouvoir changer. Au niveau national, ils n'ont plus aucune possibilité de le faire. Donc le champ politique national devient de plus en plus vide. Parce que ceux qui veulent vraiment faire des choses ne savent que là, il ne faut rien y faire. Et si on n'est pas capable de recréer au niveau européen un champ politique réel, nous nous condamnons à avoir des démocraties qui deviennent de plus en plus des fausses apparences manipulées par des pouvoirs occultes, privés, publics, mafieux, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'avec l'Union européenne, nous ne voulons pas. Et c'est pour ça que nous avons lancé notre initiative depuis 5 ans et que nous avons présenté il y a donc quelques mois dans plusieurs pays européens, France, Allemagne et Pays-Bas, des listes aux élections européennes avec des résultats très faibles. Mais cette fois-ci, c'était pour apprendre et tester nos méthodes. Dans 5 ans, on va revenir à une plus grande échelle. Et en Italie, pourquoi on n'a pas réussi à le faire en Italie? Pas parce qu'on n'avait pas plein d'Italiens qui étaient intéressés, en tout cas autant qu'en France ou qu'en Allemagne ou qu'aux Pays-Bas. Le problème de l'Italie, c'est très simple, c'est les signatures. C'est qu'il nous fallait réunir, je crois, environ 175 000 signatures pour pouvoir présenter des listes au Parlement européen. Alors qu'aux Pays-Bas, il suffit d'avoir, je crois bien, les 21 candidats qui signent un papier, qui déposent 3 ou 4 ou 5 000 euros, et voilà. L'État néerlandais leur permet de présenter une élection européenne. Qu'en Allemagne, il suffit de 4 000 signatures de citoyens. Vous imaginez 4 000 pour présenter une liste en Allemagne, 175 000 ou à peu près pour présenter une liste en Italie. J'ai comme le sentiment que le citoyen italien n'est pas vraiment égal au citoyen allemand quand il s'agit d'élections européennes. Et en France, n'en parlons pas, si l'Italie bat en matière de signature le summum, la France le bat en matière financière. La plupart des Français ne le savent même pas, parce qu'évidemment on perd bien de leur dire, mais le grand pays de la démocratie, la grande nation de la démocratie, il faut mettre sur la table environ 1 million d'euros pour pouvoir payer, parce qu'on est un grand pays démocratique, la France, chaque liste doit payer l'impression et la livraison de ses propres bulletins de vote. Parce que la démocratie française n'a pas encore découvert le bulletin commun où toutes les listes sont dessus, il suffit de faire une croix dessus. Non. Chacun doit imprimer son bulletin de vote, doit le faire distribuer dans les bureaux de vote, et tout ça est à ses frais si elle n'obtient pas 3% des voix. Ce qui veut dire que dans une grande démocratie comme la France, si on n'a pas 1 million d'euros à mettre sur la table lors de l'élection européenne, on ne peut pas se présenter. Vous imaginez, c'est une grande ouverture démocratique. La Révolution française n'avait rêvé que de ça. 1 million d'euros.